Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette dernière conférence du cycle de conférences de la 3F 2021. Cette conférence est exceptionnelle parce que c'est depuis 2020 et 2021 la première que nous refaisons en présentiel et nous avons choisi de la faire en partenariat avec nos amis du musée de l'aviation de Saint-Victoré. Et je tiens à remercier son président, M. Raquin, M. Patrick Dupuis, son adjoint, pour toute l'aide qui nous a amenés à la réalisation de cette conférence. Cette conférence est exceptionnelle pour ces deux points, le fait qu'elle est en présentiel et en distanciel aussi. Et nous avons un lien Zoom sur lequel vous allez pouvoir avoir la présentation faite par notre orateur et une présentation sur YouTube grâce à laquelle vous allez pouvoir visiter le musée en 3D. Vous allez pouvoir choisir les directions dans lesquelles vous voulez aller et vous balader ainsi dans le musée. Et ça, nous l'avons grâce à notre collègue Jean-Louis Quintana de la société Aeronum qui nous a permis d'accéder à ces technologies. Juste avant de commencer, donner la parole à notre conférencier. Présentation rapide de la 3AF. La 3AF, Association pour l'aéronautique et l'astronautique de France, est une société dite savante. C'est une société qui produit du matériel technique et scientifique autour de l'aéronautique. Donc, c'est une société qui a 76 ans, qui a été fondée à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Elle est constituée de 1500 membres individuels, des personnes qui adhèrent, des personnes qui sont issues de l'industrie et des sciences de l'aéronautique et de l'astronautique, mais aussi des passionnés d'aéronautique qui viennent nous rejoindre pour accéder aux conférences et aux visites que nous organisons. Nous avons aussi la chance d'avoir 88 membres collectifs, parmi lesquels les membres fondateurs que sont le CNES, la DGA et la DGAC, mais aussi nous avons l'armée de l'air, Dassault Aviation, Airbus et un grand nombre de PME, des laboratoires, l'ONERA, des écoles comme l'IPSA et Supaéro. Nous avons des commissions techniques, une vingtaine de commissions techniques grâce auxquelles nous faisons de la production scientifique et technique. Alors là, je vous ai mis quelques exemples sur la commission technique hélicoptère, avion, aviation légère, lanceurs, satellites. Et les sources de diffusion de cette connaissance sont principalement des forums et des conférences qui sont majoritairement tous internationaux. Donc là aussi, il y a quelques exemples qui datent de 2018, lorsqu'on faisait encore des conférences en présentiel, donc sur les aérostructures, l'optronique, les systèmes électroniques, les moyens de test et la propriété intellectuelle. Et le deuxième élément de diffusion de la connaissance aéronautique se fait au travers des groupes régionaux. Nous avons 16 groupes régionaux, dont celui de Provence, qui couvre 4 départements, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence. Et nous organisons régulièrement des conférences, comme nous le faisons ce soir, sur tout un tas de sujets. Cette année, nous en avons organisé 4 sur différents sujets tels que l'utilisation des hélicoptères EMS, la situation de l'aviation après le Covid, l'hydrogène dans l'aviation et les débris spatiaux. Voilà. Maintenant, je vais laisser la parole à notre conférencier. Voilà. Marc Jouan, donc un collègue qui a travaillé chez Airbus, mais qui a pendant très longtemps été aussi, et qui est toujours président de l'aéroclub, qui est plus président de l'aéroclub aérospatial, mais qui connaît très bien cet avion, le ST-60, le Socrata ST-60, et qui va nous en faire la présentation. Et vous verrez que c'est l'avion que vous avez sur la chaîne YouTube et que vous pourrez aller visiter en 3D sur la chaîne YouTube. Marc, merci pour nous accorder cette conférence. Bonne conférence à tous.
Merci Louis. Donc c'est bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde aussi à distance. C'est avec plaisir que j'ai proposé à Louis de faire une conférence sur le ST60 puisque on l'a ici au musée. Donc on va revenir sur son histoire. Bon, j'ai été président de l'aéroclub à une époque, donc j'ai volé sur cet appareil et dans la salle ici, on a quand même plusieurs pilotes aussi qui ont pas mal œuvré, et en particulier Michel Penaud qui a pas mal volé sur cet appareil. Et donc, je vais prendre la zapette. Voilà. Hop. Merci. Et donc, cet appareil est quand même quelque chose de particulier. Bien, ça a disparu là, Jean-Louis. Ah, d'accord. Ce sera plus simple aussi. Donc, cet appareil est arrivé à l'aéroclub, on va voir comment, et il y a un certain engouement pour cet appareil parce que c'est un appareil historique. Alors, on l'appelle le rallye oublié parce que c'est un appareil qui vient de la Socata. Alors, je ne sais pas pourquoi ça n'avance pas. Recule, avance. Donc, on l'appelle aussi rallye oublié ou super rallye, on va voir pourquoi. Donc, il ressemble, c'est un appareil qui vient de la Socata, il ressemble à d'autres appareils, mais pas forcément à celui de la Socata. Donc, il n'a pas forcément une apparence de filiation, comme ça. Mais en fait, il y a quand même quelque chose et on va voir en détail. Alors, cette présentation se veut être ludique parce qu'on va expliquer un petit peu l'histoire, mais également, dans le cas de la 3AF, où on fait de la technique, il y a un petit peu de vulgarisation sur certaines parties de la machine qui ont été utilisées et qui ont des caractéristiques particulières. Donc, il a une certaine ressemblance avec le Piper Cherokee, le PA-32, qui a été aussi un avion de l'aéroclub. Donc, on pouvait comparer les deux appareils. Malheureusement, c'est un appareil qui n'a jamais été construit en série et donc c'est un prototype qui a volé à l'aéroclub et qui a volé avant l'aéroclub d'ailleurs aussi. Mais on peut se poser la question de quelle est l'histoire de cet appareil qui est au musée. Et donc, c'est ce que je voudrais vous expliquer maintenant. Donc, la genèse de cette machine, c'est que il y a eu multiples changements, il y a eu une réalisation qui a été faite dans les années 60 et on a essayé de retrouver quelle était l'histoire à peu près exacte de l'origine de la naissance de cet appareil. Donc au départ, il y a des bureaux d'études de la Société d'exploitation des établissements Morane-Saulnier qui a commencé à plancher sur un appareil 6 places, donc dans la région parisienne plutôt, au milieu de l'année 1960. Et cette firme, cet établissement gérait la firme Pothèse qui avait repris les éléments de Morane-Saulnier suite à son dépôt de bilan. En 1965, dans le cadre des restructurations des entreprises aéronautiques en France, Sud Aviation a pris le contrôle de cette société, la SEMS, qui est devenue gérance des établissements Morane-Saulnier, la GEMS. Donc ce projet qui avait déjà commencé, qui était dans les cartons, a été poursuivi, cette fois sous la bannière de la Socata, la société de construction d'avions de tourisme et d'affaires, qui, elle, était basée à Tarbes. Cette société était la filiale pour les avions légers de Sud Aviation, dans laquelle la société de gérance des établissements Morane-Saulnier a été incorporée. Donc, on était dans l'époque où toutes de petites sociétés ont été intégrées petit à petit dans Sud Aviation, dans Nord Aviation, pour ensuite former Aérospatiale, ou la Société nationale aérospatiale. Voilà, l'objectif du projet, c'était de construire une version agrandie du rallye. Le rallye, qui est un biplace, triplace, quadriplace, monomoteur, bien sûr, avait déjà été construit à l'époque par la Socata avec plusieurs modèles. Et l'idée, c'était de construire une version agrandie du rallye permettant de transporter jusqu'à 7 personnes, si possible, à plus de 250 km/h, donc 135 nœuds, en croisière, avec une autonomie notable de 5 heures.
en sachant que déjà aux États-Unis, il y avait le constructeur Piper qui avait ce projet, qui avait déjà un appareil, le PA-32, qui avait commencé sa vie. Et donc, bon an, mal an, la Socata a poursuivi le projet et a fait construire un premier prototype à Tarbes. Et son premier vol a eu lieu le 3 janvier 1969, bon, aux mains du pilote d'essai de l'époque, M. Bonnet. Alors, vous voyez, on était en 65 et le premier vol a eu lieu en 69, donc c'est quand même une histoire qui a pris un certain temps avant d'aboutir au premier vol prototype. Alors, à quoi ressemble cet appareil? Donc, on a vu quelques photos, mais ici, un plan 3 vues. Donc, ces caractéristiques sont assez notables. C'est 11 mètres d'envergure et quelques, 11 mètres et quelques, 8 mètres, 9 mètres de longueur, une belle hauteur en hauteur de la dérive jusqu'à 3,20 m, une surface salaire assez importante, on va y revenir, une masse à vide de 1100 kg à peu près. Donc 5 heures à 5h30 de carburant pour 246 litres, plein complet, et une masse maxi décollable à 1700 kg. Ce qui permet d'avoir, lorsqu'on a les pleins complets, 361 kg de charge utile entre les passagers, des bagages ou du fret, le cas échéant. Cet appareil était motorisé par un moteur Lycoming 300 chevaux injection. La vitesse maximale ne pas dépasser la vitesse structurelle 170 nœuds, donc 315 km/h, et puis la croisière, donc à 75%, 130 nœuds, un peu péniblement parfois, mais bon, c'était au moins ce qu'il y avait sur le manuel de vol. En termes de vitesse ascensionnelle, un peu plus poussif, 700 pieds minute, alors que les appareils de cette catégorie se font un peu mieux. Plafond pratique, 5000 mètres, c'est quelque chose qu'on ne va pas gratter souvent quand on fait de l'aviation générale. De toute façon, on est limité aussi par l'oxygène. Donc voilà les caractéristiques. Voilà. Alors, quelques caractéristiques particulières de cet appareil. Donc, une aile basse en porte-à-faux quand il est vert, un train tricycle escamotable, donc train rentrant électrique à l'arrière du longeron. Vas-y. Voilà. Des empennages classiques. Et puis, on commence à avoir la filiation avec le rallye, l'utilisation de l'aile du rallye, mais avec des rajouts, des plans trapézoïdaux que l'on voit ici, des plans trapézoïdaux qui permettent de rallonger l'envergure de l'appareil, d'augmenter sa surface salaire, donc d'avoir une meilleure portance, et puis des saumons aussi travaillés, puisque contrairement au rallye qu'on verra sur d'autres images, le saumon est quand même affiné, ce qui permet de raccorder l'extrado et l'intrado et de réduire les tourbillons marginaux, donc de réduire un peu la traînée. Des réservoirs de carburant d'une contenance, on a vu, de 346 litres au total, 342, 346, avec 2 réservoirs dans les ailes, sur chaque aile, un de 64 litres et un autre de 107 litres dans les caissons de bord d'attaque et situés à hauteur des membres d'équipage avant. La structure du fuselage est de type semi-monocoque, c'est-à-dire donc des longerons, des lisses et des cadres revêtus. Donc une structure qui travaille et un revêtement qui peut également éventuellement travailler. Alors, l'héritage du rallye, donc on vient d'en parler déjà un petit peu avec les ailes, mais il n'y a pas que ça. On avait sur cet appareil des becs de bord d'attaque automatiques sur chaque demi-aile, ainsi que sur la partie trapézoïdale et donc sur toute la partie droite. Et ça, c'est l'héritage du rallye. On a un rallye ici qui est un ancien rallye de l'aéroclub également. Donc, on a des becs de bord d'attaque sur la partie droite. Et donc, cette aile-là, c'est cette partie droite de l'aile, c'est ce qu'on retrouve sur la partie droite ici de l'appareil ST60. Ensuite,
la deuxième filiation, ce sont les volets. Et ça, c'est une caractéristique de Socata et des rallyes. Des volets de bord de fuite qui sont des volets Fowler, qui sont électriques sur le PA30, sur le ST60, avec une simple fente de braquage, on va y revenir, bon, 38 degrés de braquage. Et c'est le même système de volet Fowler sur le rallye avec un braquage vers l'arrière. Alors, qu'est-ce que c'est que ce type de volet? Bon, on va y revenir. Donc, et puis également, en termes de filiation, une grande dérive, 1,65 m de dérive, en sachant que la hauteur à peu près du haut de la carlingue fait 1,80 m. Donc, on a les 3 mètres, 3,20 m, 3 mètres et quelques de hauteur complète. Et une gouverne de direction très largement dimensionnée qui permet d'avoir une bonne direction enlacée, une bonne garde enlacée. Et l'affiliation vient aussi d'un autre appareil de la Socata sur cette dérive, c'est le ST10, ST10 Diplomate, qui était également un appareil qu'on a eu à l'Aéroclub, qui nous venait de la Socata. C'est une version évoluée du Gardan, qui était également à l'étude à la même époque, qui sera construit donc entre 67 et 72. Donc voilà, donc on a quand même des éléments qui viennent du rallye. Bon, ce n'est pas étonnant puisque c'est la même société qui a développé ce prototype. Alors, quelques rappels sur ces éléments-là. Alors, tout d'abord, les volets. Alors, les volets Fowler, c'est ce qu'on voit donc ici sur cette image d'un rallye remorqueur. Là. Donc, on voit que les volets sont sortis. Ça veut dire que la vitesse est peut-être un peu faible. C'est un remorqueur, donc il a peut-être tendance à avoir une incidence assez importante. Ces volets servent à rallonger, à augmenter la surface de l'aile lors de l'atterrissage et ils reculent en même temps, ce qui permet de réalimenter le profil de manière à pouvoir avoir des angles d'approche assez importants. Et du coup, d'avoir des vitesses assez faibles et de pouvoir se poser relativement court. Alors, en termes de technique, donc on voit que sur ces images, sans voler à 0 degré, donc tout complètement intégré, des volets à 15 degrés ou des volets à 45 degrés, on augmente la portance, c'est le CZ, mais on augmente également la traînée. Donc, il y a un compromis. Et puis, la tangente aux courbes, ici, c'est la finesse. Donc, on diminue la finesse également. Mais on n'a pas besoin des volets en vol de croisière, on a besoin des volets lorsqu'on atterrit ou lorsqu'on décolle, mais surtout lorsqu'on atterrit pour les grands braquages. Bon, ici, sur cette autre image, on voit la différentes catégories de volets, donc sans volet du tout, des volets de courbure, des volets d'intrado, donc c'est juste l'intrado qui vient s'abaisser, des volets à fente, donc c'est une petite ouverture ici qui permet de réalimenter le profil, et les fameux volets Fowler avec un recul et une réalimentation du profil, et le bénéfice par rapport à la comparaison des autres types de volets. Donc on voit qu'on est en haut de la courbe, en haut des caractéristiques. Donc on avait vraiment sur cet appareil la meilleure solution possible pour des atterrissages courts. Pour un appareil lourd qui se pose vite, c'était intéressant. Ensuite, dans les rappels de vulgarisation, donc les becs de bord d'attaque. Donc là aussi, on voit encore un rallye avec les volets sortis, mais c'est au sol. Et là, ça peut être normal puisque les volets sortent à ce moment-là. C'est automatique. Il n'y a pas de commande au poste de pilotage. Donc, le système de volet, c'est le profil avant du bec d'aile qui va sortir, qui va là aussi augmenter la courbure du profil, le rallonger un petit peu et réalimenter le profil pour qu'on puisse avoir encore de l'air lorsqu'on a de fortes incidences qui viennent continuer à apporter une portance sur le profil d'aile. L'avantage, c'est de pouvoir donc réduire encore un peu plus la vitesse et limiter
et réduire et avoir une vitesse de décrochage encore plus basse que la normale, comme pour les volets hyper sustentateurs. Là aussi, quelques images techniques. Donc, si on regarde la portance par rapport à l'incidence, on voit que sans bec, on aura un décrochage aux alentours ici du CZ de 1,4, alors qu'avec des becs, comme cela, on augmente la portance, on augmente aussi l'entraîné, et donc on recule le moment où on va avoir le décrochage. Donc ces deux éléments-là font qu'on a un appareil qui permet d'avoir des vitesses assez basses, parce qu'on va voir qu'on a une approche assez rapide. Donc en particulier, je me souviens que donc avec cet appareil, donc on va voir comment l'utiliser, mais je me souviens qu'on a mené avec notre collègue de l'aéroclub, avec le PA32 et le ST60, les équipes de tennis du CE. On a fait plusieurs déplacements, dont un en Corse. Et donc le PA32 était plus performant, bien sûr. Donc il passait toujours devant. Et au décollage d'Ajaccio, face à la mer, pour revenir vers le continent, il y a un virage à droite à faire. Et il y a deux solutions. Soit on va jusqu'au Sanguinaire, donc c'est les îles Sanguinaires qui sont au bout de la baie d'Ajaccio. Là, il y a un point de report, puis on prend la route vers le continent. Ou bien on taille un petit peu plus court et il y a un point qui est dans les collines, là, dans un petit col. Et le PA32, je le vois partir par là. Et je dis, moi, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Et donc, j'ai suivi. Et donc, plein pot, avec un taux de montée un peu faible, c'est passé. Puis, je vois les volets, je vois les becs de bord d'attaque qui sortent. Et là, bon, on commence à attaquer des limites d'incidence. Donc, on a mis un peu plus de vitesse. Et puis, on est quand même passé, on est quand même suivi le PA32. Mais donc, c'était un beau signal quand les volets sortent qu'on approche une zone où il ne faut pas aller plus loin. Et donc, c'est un appareil très sûr, du coup. Alors voilà, en résumé, sur cette planche, si à la fois on compare une aile avec rien, ou que des volets courbure, ou que des volets d'intrado, des volets à fente, des volets foiler seulement, des becs seulement, ou les deux, le bénéfice qui est annoncé ici, en termes de portance, on peut aller jusqu'à 93% de bénéfice de portance en plus sur un système de voilure où on aura des becs de bord d'attaque et des volets foiler. Donc, c'est quand même notable. Alors, 93% de portance en phase d'atterrissage et non pas en croisière. Hein. Puisqu'au contraire, en croisière, ça va ralentir. C'est une traînée supplémentaire. Donc, c'est ce qu'on trouve sur le ST60, c'est ce type de configuration. Alors, d'autres caractéristiques de cet appareil, donc là, une belle photo où on voit l'appareil de profil, c'est quelque part à Berlafar, ça. Donc, on voit qu'il a une allure assez élégante, élancée, je dois dire, hein, sans parti pris. Par rapport au PA32, il a une belle allure élancée. Et donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe en termes d'équilibre longitudinal et transversal. Donc, tout d'abord, le centre de gravité sur un avion léger, ou sur un avion en général, sur un avion léger, ben, il évolue en fonction du chargement. Donc, il y a une limite de centrage avant et une limite de centrage arrière. Donc, sur cet appareil, approximativement, je n'avais plus le manuel de vol, mais grosso modo, on devrait avoir les limites qui étaient à peu près entre l'avant du pilote et puis l'avant du passager arrière, du premier rang arrière. D'autre part, sur un avion, on a un foyer. Le foyer avion, il y a le foyer de l'aile et le foyer avion. C'est un point fixe. Le foyer, c'est le point d'application où tous les moments de portance de l'appareil s'annulent, quelle que soit la configuration. Donc, c'est un point fixe. C'est un point important pour caractériser d'autres éléments, et en particulier le devis de masse. Et puis, la manœuvrabilité, en fait. Donc, si on regarde ce qui se passe en termes d'utilisation
des points d'application de la masse et de la portance, on a ce qu'on appelle la marge statique. Donc, le point d'application de la masse et le point d'application d'importance, ce n'est pas forcément au même endroit. Hein, et la différence par rapport au foyer, ça s'appelle la marge statique. Et sur cet appareil, la marge statique est assez importante, même quand on est en centrage arrière, ce qui induit qu'on a une très bonne stabilité en tangage. Et en fait, ça permet également, lorsqu'on a une variation d'incidence due, par exemple, à une petite turbulence en vol, l'appareil reviendra, va amortir le retour vers une incidence, l'incidence précédente. Donc, une très bonne stabilité en vol rectiligne. D'autre part, on a une très grande dérive, une surface qui est vraiment énorme. Et ce qui est intéressant, c'est que le bras de levier, qui est assez important, plus une surface de dérive qui est notable, ça permet d'avoir là aussi une très bonne stabilité, mais cette fois en lacet. Donc, il y a sur cet appareil un compensateur de tangage, un compensateur de lacet, compensateur de lacet permettant de compenser en particulier le couple gyroscopique en vol de croisière. Mais donc, on va le revoir après, mais cet appareil, une fois qu'on l'avait réglé en vol de croisière, c'est comme si on avait un pilote automatique, très stable. Donc, d'autres caractéristiques, en particulier pour les volumes, donc de larges ouvertures, la porte arrière en particulier très très large. Donc, seulement 2 portes, comme les appareils de ce type-là, le PA32, les Piper en général. Donc, une porte avant droite, côté passager, à côté du pilote, et une porte arrière gauche pour faire entrer les passagers des rangs arrière. Cette porte arrière très large permettait d'avoir une porte cargo, en quelque sorte. Donc, 3 rangées de sièges permettant d'avoir 6 places en tout, y compris le pilote. Et puis, cette zone arrière ici, pour les gens qui vont venir au musée ou qui ont déjà vu l'appareil, s'ils ont la possibilité, ils peuvent voir que quand on enlève les sièges arrière, on a une grande surface qui est plane et ça permettait d'emporter du cargo, et en particulier dans les vols que l'on a fait dans le cadre de l'aéroclub au titre de l'entreprise. Ça a permis, Pierre, je crois, d'emporter un Ariel pour dépanner un dauphin au Maroc, c'est ça? C'est Michel qui l'avait fait. Donc, on peut amener du matériel assez notable, même un moteur, un 300 chevaux du PA32 a pu être transporté comme ça jusqu'à Candiargues. Donc voilà, les portes avant et arrière. Alors donc ça, c'était le prototype numéro 1. Il y a eu un second prototype qui a été construit alors le premier vol était en 1969 de celui-ci. Il y a un deuxième prototype qui a été construit en 1970, qui a été baptisé le Rallye 7, 7 comme 7 places, et qui avait des petites caractéristiques différentes, puisqu'on était dans la phase prototype. En particulier, un plus grand allongement et un meilleur calage d'incidence de l'aile. Le problème du prototype numéro 1 étant que l'incidence n'était pas assez importante. Ce qui fait que donc il avait un petit problème en taux de montée en particulier et un roulage assez important avant le décollage. Donc celui-ci, ça avait été identifié, donc le calage était différent. Un train fixe au lieu d'un train rentrant pour la simplification. Et puis une porte papillon en 2 parties. Une partie qui soulève, une partie qui descend. La partie qui descendait ici devant l'aile, servant de marchepied. Donc, on montait par l'avant sur celui-là. Et bien sûr, toujours la porte arrière. Cet appareil a fait son premier vol en décembre 1970.
Mais bon, sa carrière a été abrégée après 200 heures de vol sans que le programme de vol ait été mené à terme, parce qu'entre-temps, il avait été identifié que le marché était peut-être pas très porteur. Et puis, vous allez voir, il s'est passé des événements entre la Socata et Piper pour avoir un deal pour éviter de continuer à produire un appareil de ce type-là en Europe. Donc, malgré ses qualités de vol, cette machine avait de meilleures qualités que le prototype numéro 1, qui pouvait égaler le PA32. Elle a été victime d'un accord passé entre Piper et Socata. Alors, en effet, à cette époque-là, donc, le Sud Aviation fusionne avec Nord Aviation, ainsi qu'avec la CEREB, pour former la Société nationale industrielle aérospatiale. En 1971, il y a un accord entre Aérospatiale et Piper. Donc, il est demandé à Socata de ne pas construire en série le ST-60, mais en contrepartie, il est promis que l'avionneur français, donc la Socata, assemblera et commercialisera sous licence le PA-32. Le PA-32 Cherokee ayant commencé sa carrière commerciale en 1965. Et donc, Piper voulait éliminer donc, un concurrent qui pouvait être gênant. Et il faut attendre 1974 pour voir apparaître la version à train rentrant du Piper Cherokee, le Cherokee Lance. Et malheureusement, il n'y en a jamais eu de Piper qui ont été construits à Tarbes, à la Socata. Donc cet accord n'a pas été mis en vigueur. Donc voilà à quoi ressemble le PA32 à train fixe. Il est moins beau, hein, on peut dire. Et puis le PA32 à train rentrant. Donc on va voir d'autres images de comparaison. Donc voilà. Voilà les deux comparés. Donc, on peut noter que les attitudes sont différentes. Le ST60 est bien sur ses trains et bien droit, on va dire bien horizontal, alors que le PA32 a peut-être une tendance à avoir la queue un peu plus basse. C'était le cas sur les appareils que l'on avait. Donc, ça vient de la façon dont les trains sont positionnés, en particulier sur l'aile principale. Donc, la carrière commerciale du ST60 n'a pas eu lieu. Et elle a été arrêtée avant d'avoir commencé. Mais le ST60-01, alors le 02, il a été ferraillé. Mais le 01 a continué sa vie. Et on va voir qu'il a continué à voler en France après 1971-75, qui étaient ces dates-là où les accords ont été passés. Alors, tout d'abord, comment il échappe au ferraillage par rapport à la vie du 02, ça, c'est quand même, ça reste un mystère. On n'a pas su retrouver les raisons exactes qui ont fait que le 01 a été préservé alors que le 02 a été ferraillé. On n'a pas l'info. Toujours est-il que ce prototype 01 rejoint l'aéroclub d'aérospatiale à Saint-Nazaire, où il est utilisé pour des vols de liaison avec un certificat de navigabilité spéciale, c'est-à-dire qu'il était imposé que, comme c'est un avion orphelin, prototype, ce soit la société aérospatiale dans son ensemble qui le maintienne, qui fasse l'entretien et la maintenance. En 1972, il est victime d'un incident en vol et il finit dans un champ. Saint-Nazaire décide de ne pas procéder aux réparations. Et finalement, le directeur de l'usine aérospatiale, division hélicoptère de l'époque à Marignane, M. Fernand Carayon, qui avait été le directeur des usines Morane-Saulnier, Socata à Tarbes, décide de récupérer l'appareil et de le réparer. Alors là, on peut s'arrêter un petit peu parce que M. Carayon a été une figure, pour les plus anciens, tout le monde s'en souvient. Alors, en son honneur, j'ai mis un col roulé aujourd'hui. Il avait toujours un col roulé, il ne mettait pas de cravate. Et donc, l'idée de M. Carios, c'était de dire il faut que les membres de la société, de l'entreprise, puissent connaître les choses de l'air, puissent apprendre à piloter, puissent se familiariser, puisque dans leur travail, bon, ils font des hélicoptères, certes, mais c'est toujours le monde de l'air. Et comme il avait été à la Socata, il s'est débrouillé pour récupérer des rallyes. Il y en avait déjà au moins 2, 3.
Et puis, il a récupéré également le ST60. Et donc, c'est l'entreprise qui a amené à l'aéroclub de la société, du CE, et aéroclub corporatif, ces appareils-là. Et puis, dans l'histoire, ça a continué. On a eu des 100 chevaux, des 150 chevaux, des 170 chevaux, 180 chevaux, un 235, un ST10, le ST60. Donc, on a eu vraiment toute la gamme quasiment de la Socata. Bon, ça s'est arrêté là, on n'a pas de TBN. TB9, TB10, oui, mais c'est arrivé un petit peu après. Donc, merci à M. Carayon, parce que vraiment, c'est grâce à ça aussi que l'aéroclub a bien décollé. Et puis, on a eu un nombre de membres important, on avait beaucoup d'élèves, pas mal d'instructeurs, ça se passait plutôt bien. Et puis, l'idée, ça a été également de dire, puisqu'on a un appareil comme celui-ci, ah, j'ai encore un petit blocage, Jean-Louis, là. Envoie la planche suivante, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que donc l'appareil a été affecté à l'aéroclub du Roulant en 1973? Et puis pourquoi on ne pourrait pas faire des vols de liaison avec cet appareil, puisqu'on a une capacité assez importante? Et donc, il y a eu une convention entre l'aéroclub et l'entreprise qui a été mise en place. Et donc, cet appareil a servi également pour des liaisons. Et en particulier, moi, je me souviens qu'au début des années 80, quand il y a eu le lancement de l'écureuil bimoteur, du Dauphin 2 et du 332, il fallait aller chercher des pièces un petit peu partout en France, chez les sous-traitants, voire même en Europe. Et donc, cet appareil et d'autres ont servi pour aller récupérer des pièces, des manquants ou des pièces à délai réduit de manière à pouvoir alimenter les chaînes d'assemblage, au moins les prototypes. Donc cet appareil, comme on l'a vu, a une très bonne capacité d'emport, bon, bien que son taux de montée soit un peu limité, mais on pourrait le comparer à un petit camion. D'ailleurs, on l'appelait, entre nous, on l'appelait le camion. Hein, on ne va pas se mentir. Et donc, on a fait des vols de liaison, puis on a fait des vols aussi ludiques. Hein. Donc, moi, j'ai fait un vol de liaison avec M. Levaux. Dans le cadre de mon travail, il fallait aller voir un fabricant à Valenciennes, dans le cadre du programme Tigre. J'ai fait mon plus long vol avec cet appareil, 3h45, et en IFR. J'étais un peu épuisé à l'arrivée, parce que la météo était vraiment IMC. Mais donc, on est capable de faire des longs vols avec cet appareil. Donc, Marseille-Valenciennes en direct. Ah, alors, pour illustrer les capacités de charge de cet appareil, on avait dans l'aéroclub, pour tous les appareils, y compris aujourd'hui, fait sur Excel, les tableaux de chargement. Et donc là, je vous ai retrouvé le tableau de chargement du ST60. Alors, j'ai pris un exemple là de certaines deux pilotes, enfin deux personnes à l'avant, une personne sur le deuxième rang, une capacité sur la partie arrière, par exemple, du fret ou moteur, du carburant, un peu de bagage, et voilà ce que ça donne. Donc, on a un chargement jusqu'à quasiment la charge maxi. Il reste encore 20 et quelques kilos de marge, là, donc 1880 kilos de masse maxi, et puis on est complètement en haut du domaine, sans le dépasser. Bon, mais même à ce chargement-là, c'est un appareil, bon, il faut de la piste, c'est sûr, pour décoller, mais même à ce chargement-là, bon, le taux de montée est un peu faible, mais on arrivait quand même à faire des vols de croisière sans problème. Donc 130 nœuds, je ne vous dirais pas qu'on les atteignait en permanence, mais 120, ça devait se passer. Donc voilà, par exemple, donc de masse maxi à 1700 kg, 260 kg de fret plus 3 passagers, 115 kg de carburant et donc 4 heures d'autonomie avec la réserve. Donc c'était quand même assez notable.
Bon, le profil et le calage de l'aile n'étaient pas tout à fait adaptés. Bon, on peut comprendre pourquoi, c'est un prototype, donc il fallait de toute façon de la mise au point. Mais appareil très stable, très sûr, comme je le disais précédemment, parce que le foyer avion en particulier était assez en arrière et une grande dérive qui permet d'avoir la stabilité enlacée. Un pilotage facile qui finalement ne demandait pas une grande expérience par rapport aux appareils que l'on connaissait, le rallye en particulier, les rallyes un peu plus évolués, 235 par exemple. Mais par contre, un roulage assez important avant le décollage, donc à peu près 500 mètres. Une rotation à une vitesse un petit peu élevée, 65 nœuds, alors que sur un TB10, on est plutôt un petit peu plus bas. Une vitesse ascensionnelle assez faible, donc de l'ordre de 700 pieds minute, plein gaz, alors que sur un PA32, on serait plutôt à 1000 pieds minute. Mais excellente stabilité en croisière, comme je l'ai dit, lorsqu'on est bien trimé, lorsqu'on tout est parfait, donc on a l'impression d'avoir un pilote automatique. Donc même avec des turbulences modérées, on avait une très bonne stabilité sur cet appareil. Pour le décrochage, qui est une caractéristique aussi des appareils, très semblable à celui du rallye. Donc le rallye, il est connu pour les pilotes qui en ont fait pour être un appareil très sûr en décrochage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abatté en rallye, c'est du parachutage. Les becs sortent, si on a en plus des volets, l'appareil va s'enfoncer, mais il ne va pas piquer du nez. Et bien sûr, le ST60, c'était un petit peu pareil. Donc, décrochage à 55 nœuds en lice, 50 nœuds plein gaz tout sorti. Donc, c'est quand même très, très bien. Un petit buffeting avant l'approche du décrochage. Les becs sortent juste avant la battée. Et donc, il y a un petit piqué du nez, assez mou, et pas violent. Le nez s'enfonce, on rattrape et on perd une centaine de mètres pour repartir. Donc, un avion très sûr. Ça aurait été, d'un point de vue commercial, un avion vraiment très sûr. L'atterrissage est également très facile du fait de la stabilité. Donc, il est bien assis, une fois qu'on a bien trimé, qu'on a bien préparé la machine, il est bien assis sur sa patte de descente, sur son plan d'approche. Et à ce moment-là, il bouge très peu. Il faut maîtriser, bien sûr, la vitesse. On arrive assez vite, plutôt 80 nœuds, du fait du calage de l'aile. Mais comme on a un train qui est très large, on est bien stable une fois qu'on a posé les roues. Et on s'arrête très vite parce que lorsqu'on a déployé tous les volets, à ce moment-là, ils ont un effet d'aérofrein. Et donc, on s'arrête très, très vite. Donc, un appareil très sûr. Alors, voilà la planche de bord de cet appareil qui était classé IFR. Donc, avec tous les besoins qu'il pouvait y avoir. Un plateau de route, une ligne radio. Alors, c'est une planche de bord à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyens GPS. Donc, à l'époque, ça n'existait pas encore. Hein. Donc, VOR, ADF, plateau de route, une ligne radio complète, classée IFR. Une commande de gaz, une commande de pas variable, la mixture, le train, et puis les trims, donc le trim de lacet, et puis dessous, on ne le voit pas là, le trim de tangage. Somme toute assez classique pour un pilotage habituel, je dirais. Et puis, donc, on ne voit pas non plus ici, la commande de descente de train en secours. Il y avait une manivelle pour descendre le train en secours. Personnellement, je n'ai jamais eu à le faire. Michel, tu l'as eu essayé? Oui. Alors, cet appareil qui a été à l'Aéroclub pendant un grand nombre d'années, puisque de 1975 à peu près jusqu'à aux années, début des années 2000, donc il a eu une vie assez longue à l'Aéroclub. Il a participé à plusieurs événements. Donc, j'en ai cité ici quelques-uns. Donc, le rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal. Là, on voit qu'il a gardé les autocollants, ici, là. Toulouse-Saint-Louis,
en 2003 et il était utilisé pour la logistique. Il ne faisait pas partie du rallye au sens compétition, mais plus pour la logistique, de par son chargement. Les convoyages des équipes de tennis féminines que j'ai pu faire avec le partenaire PA32. Et puis, dans ma vie aéronautique, j'étais sur cet appareil lorsqu'à une époque, on faisait la surveillance de la pêche au thon dans le golfe de Fos. Et j'ai eu le plaisir d'emmener, j'ai oublié son nom, Klosterman, qui ne s'intéressait pas du tout au pilotage. Alors, lui, il s'intéressait à la pêche au thon. C'est lui qui vérifiait les immatriculations des bateaux, savoir s'ils étaient au bon endroit. Mais il se laissait emmener, il demandait rien du tout, et puis il ne voulait même pas piloter. Lui, ce qui intéressait, c'était la pêche au thon. Et donc, surveillance de la pêche au thon avec le ST60. Et puis ici, donc, c'est une exposition, pardon, une exposition à Muret lors d'un meeting. Donc, le meeting Aéro Expo à Muret, l'on voit ici. Là, ici, sur l'aérodrome d'Aix-les-Milles, et puis il y a Pierre Rougier qui est aux commandes. Alors, on voit mal là, parce que donc, la photo est petite, mais c'est Pierre Rougier qui est aux commandes. Tu te souviens de ça, Pierre? Non? Ouais. Tu as été pris en photo au 1000. Voilà. Pierre Rougier aimait bien cet appareil également. Bon, on en est quelques-uns à avoir volé là-dessus. Et puis, c'est un avion rare. C'est quand même un avion orphelin, mais un avion rare, exceptionnel. Donc, c'est un vrai prototype dans les moindres détails, puisqu'il fallait s'attacher à l'entretenir aussi dans le cadre uniquement d'aérospatial. Donc, chaque fois qu'il y avait une pièce à changer, il fallait la refaire. Heureusement, à l'époque, on avait les moyens d'accéder à des ateliers. Et la réglementation était peut-être un peu moins drastique que ce qu'elle est aujourd'hui avec les ASA pour l'aviation générale. Mais c'est un avion attachant qui a charmé plusieurs pilotes de l'aéroclub, donc en particulier Michel Penaud, comme je l'indique, parce qu'il était rare et parce que donc c'était agréable de voler sur cet appareil pour voyager, parce que faire des vols locaux, bon, c'était pas terrible. C'est ce qui l'a sauvé, puisque donc, cet appareil a eu des amoureux. Par contre, dans les dernières années, l'appareil n'effectuait pas beaucoup d'heures, d'entre 50 et 150 heures par an, au même de quelques pilotes. Et du coup, les coûts d'utilisation devenaient très importants, puisque la maintenance prenait le pas sur le coût horaire. Et donc, à un moment donné, on a décidé de l'arrêter, aussi suite au fait qu'il y a eu des restrictions qui ont été imposées par la direction d'Eurocopter sur l'aide qui était apportée à l'aéroclub. Et puis, on a restructuré l'aéroclub dans sa flotte. Petit à petit, on a arrêté les rallyes, on a pris d'autres appareils. Et donc, cet appareil devenait un peu anachronique dans la flotte et dans son utilisation. Et donc, on a décidé de l'arrêter avec un total de 6000 heures de vol en tout, dont 1000 heures entre l'année 2000 et l'année 2010. Donc, à peu près, en moyenne, 10 heures par an, 100 heures par an, pas excessif. Et donc, il a été décidé de le donner au musée de Saint-Vittoré en disant il pourra pérenniser sa vie en statique. C'est quand même un avion exceptionnel. C'est un avion rare et donc on peut continuer à le voir au moins en statique. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Merci au musée pour l'avoir récupéré et le maintenir en état, puisqu'il y a un éclairage qui existe et donc on peut voir également l'intérieur. Donc voilà une photo de cet appareil au musée. Alors ceux qui sont en vidéo, je pense qu'il doit y avoir des images qui circulent, donc on doit pouvoir le voir également. Et donc ici, dans la verte, quelque part, je ne sais plus où. Voilà, merci de votre attention. Et donc, en résumé, appareil très attachant, très sûr, qui a permis de faire de beaux voyages et de belles navigations avec pas mal de passagers, puisqu'on pouvait emmener un petit peu de monde. Voilà, merci de votre attention.